Julien Chevalier est le CEO et fondateur de Tister. Avez-vous déjà passé un temps fou à chercher un tuto vidéo ou à lire des fiches produits pour être sûr que le produit que vous allez acheter correspond exactement à ce que vous voulez en faire ? C'est la mission que s'est donnée Tister, en créant une plateforme vidéo consommateur qui permet de trouver des vidéos directement sur les fiches produits de votre site marchand. En 3 ans, Tister a trouvé un positionnement et développé une technologie puissante lui permettant de travailler avec des grandes marques françaises et internationales. Julien revient avec vous sur son parcours et partage le quotidien d'un start-upper aux différentes étapes du projet. Un podcast plein d'enseignements pour les futurs entrepreneurs. Alors bonne écoute! Vous écoutez Business Casual, le podcast qui vous parle d'entreprise, d'entrepreneurs et d'innovation. Je suis Yann Boursier et je vais à la rencontre d'entrepreneurs et de patrons qui reviennent sur leur parcours et partagent avec vous leur quotidien. Julien, 37 ans depuis peu de temps. J'ai 2 enfants et j'habite à Nantes depuis 3 ans et demi. Alors, je suis fondateur et CEO de Tister. Et Tister, c'est la plateforme de vidéo consommateur. Donc, on travaille avec des marques et des distributeurs pour engager leurs consommateurs dans la création de vidéos. Et ces vidéos, on les diffuse ensuite automatiquement sur les fiches produits des sites e-commerce, sur les réseaux sociaux, sur des blogs, sur tout support de communication. Et notre objectif, qui est aussi la mission de Tister, c'est vraiment de pouvoir éclairer des consommateurs dans leurs achats à travers la création de vidéos authentiques, pertinentes et qualitatives. Et c'est vraiment la mission qu'on s'est donnée, c'est de pouvoir mieux informer, mieux guider les consommateurs dans leurs achats à travers ces vidéos justement. Est-ce que tu peux me dire un petit peu dans quel environnement familial tu as grandi ? Moi j'ai grandi dans un environnement familial modeste, je dirais plus normal. J'ai pas du tout grandi dans un milieu d'entrepreneurs. C'est pas du tout le style d'environnement. C'est quoi tes parents ? Mes parents, du coup, dans ma famille, il y a beaucoup de profs, beaucoup dans l'éducation nationale. Ma mère était instite et mon père bossait dans le social. Donc, tu vois, ce qui n'a rien à voir avec l'entrepreneuriat ou même l'entreprise au sens large. Pourtant, mes 2 parents étaient des passionnés de leur métier et ça, je pense qu'ils m'ont vraiment inculqué la passion. Et en réalité, c'est ça. Enfin, pour moi, je vois l'entrepreneuriat comme la passion aussi. Et ça, ils me l'ont réellement inculqué. Parce que la fibre entrepreneuriale, on peut l'avoir à différents niveaux. Et c'est vrai que moi, je l'utilise en y mettant de la passion. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, en tout cas, on arrive à bien fonctionner ensemble dans l'équipe et que Tister fonctionne bien aussi. Et puis de toute façon, on dit souvent que c'est dur de pas... il faut aimer ce qu'on fait pour entreprendre. Exactement. Et avoir le courage de... Parce que c'est pas facile, quoi. C'est pour ça que je dis ça, parce que c'est pas de l'entrepreneuriat par défaut. Tu vois, je me suis jamais dit je vais absolument entreprendre quand j'étais jeune. Oui, il y a une époque où je me suis dit ouais, ce serait cool que je fasse ci, ça, mais qui ne l'a pas fait, franchement. Et après, quand j'ai commencé à bosser, je me suis dit non, c'est cool de bosser quand. Mais très rapidement, j'étais très pris par la passion dans chaque métier dans lequel j'ai évolué. En fait, j'étais beaucoup intrapreneur dans chaque boîte où j'ai été. En fait, j'ai toujours créé des BU, j'ai toujours créé des choses. Et en fait, parce que encore une fois, je suis un passionné et après, voilà, c'est ça qui m'a entraîné vers l'entrepreneuriat. Mon driver, c'est la passion en fait. Ouais. Et t'étais comment quand t'étais plus jeune, justement, quand t'étais enfant ou ado, t'étais quel type de personne ? Alors j'avais des cheveux. Mais bon, je sais que c'est un podcast, les gens ne me voient pas. C'est ça. J'avais des cheveux bouclés blonds, donc tu vois là, c'est difficile. Hein. J'étais quel style ? C'est un peu répétition, mais j'étais quelqu'un d'assez passionné dans tout ce qu'il a entrepris. J'étais très multi-activité. Je me suis jamais focus sur quelque chose. Tu vois, même dans le sport, j'ai toujours touché à tout. J'ai fait du rugby, j'ai fait du basket, j'ai fait du hockey, j'ai fait du hand, j'ai fait tous les sports co, beaucoup. Un peu de tennis aussi. J'ai touché à tout, même au début, je voulais absolument faire du marketing stratégique, ça m'animait à fond. Finalement, je suis parti aussi sur du sales. Après, il y a des domaines dans la finance qui m'ont intéressé. Enfin, voilà, j'étais vraiment touché à tout. D'ailleurs, mon parcours scolaire est plutôt atypique. J'ai jamais été extrêmement bon à l'école sur le début de ma scolarité. Je suis toujours démerdé pour passer les étapes tranquille, sans surperformer. La tête au-dessus du 10. Non, voilà, ouais, tranquille, jamais fait les efforts, ça m'a jamais botté, ça m'a jamais intéressé en réalité, donc c'est pour ça que je faisais juste les efforts pour passer l'étape supérieure et that's it, that's all. Et à partir du moment où ça a commencé à m'intéresser, du coup, voilà, donc le bac, c'est pareil, je l'ai eu
Je l'ai eu à 10 et quelques, voilà, personne pensait que j'aurais mon bac. Moi, je me doutais que j'allais l'avoir parce que je faisais juste les efforts minimum qui faisaient que je pouvais me débrouiller. Et puis. Donc, tu t'intéresses à beaucoup de choses. Ouais. Et tu te lasses vite aussi. Enfin, moi, je suis comme ça, en fait. C'est pour ça que Ouais. je m'identifie assez bien à ce que tu dis, mais... Alors ouais, je me lasse vite, tout à fait. Je me lasse vite et c'est pour ça que maintenant je me connais mieux aussi et je sais que je me mets des challenges parce que je sais que je me lasse et moi je peux pas faire. Je suis très bon sur la partie 0 to 1. Le one to many, je suis moins bon. Et en fait, c'est pour ça que j'essaie de faire beaucoup de 0 to 1. Mais en fait, on peut en faire plein des 0 to 1. Et c'est des challenges qu'on se crée quoi, avec un vrai système de milestones où on se challenge sur des petites étapes. C'est comme ça que j'ai réussi à me driver parce qu'effectivement. Les gens qui sont passionnés en général ils mettent beaucoup d'énergie et ils peuvent se fatiguer plus vite, donc se mettre des étapes intermédiaires avec des vrais challenges intermédiaires personnels, je trouve que ça a beaucoup de sens et ça nous aide à nous tirer vers le haut, hein, tout à fait. Je reprends le fil de ce que j'ai dit tout à l'heure, donc du coup parcours scolaire, voilà, donc après en fait je me suis dit bon bah je vais bosser après le bac parce que du coup j'ai pas forcément envie de continuer les études, ça me bottait pas. Donc j'ai commencé à bosser. C'était en filière générale pour le bac. Ouais, j'étais en filière générale et j'ai commencé à bosser. Après, j'ai fait de l'intérim, donc je me suis retrouvé en usine à bosser avec un mec, je me rappelle, j'ai plus son nom, mais j'ai peut-être bossé 2 semaines ou un mois là-bas sur du conditionnement. En fait, on emballait des trucs. Franchement, c'était dur. Très dur. Et en fait, ça m'a beaucoup appris de faire ça parce que y a une personne que j'ai rencontrée là-bas justement qui bossait dans cette boîte depuis 40 ans. Et j'ai halluciné. Moi, j'y étais depuis 2 semaines, je n'en pouvais plus. J'avais déjà envie de te tirer une balle. Ah ouais, non, mais je n'en pouvais plus. Je disais, c'est pas possible quoi. C'était dans mes premiers boulots ouais, en intérim. Je fais un peu de déménagement, j'ai fait voilà. Donc ça te confronte vachement à la réalité. Ouais. Ça te confronte vachement à la réalité d'aller bosser assez tôt en fait. Après, j'ai bossé. C'est mon autre claque. Il y a pas longtemps après, j'ai réussi à trouver un boulot chez Auchan en mise en rayon, produits frais. Donc il fait froid, toute la vie perto, t'as les mains coupées parce que tu fais que des emballages plastiques qui te coupent les mains. C'est pareil, au bout de 2 semaines, j'en pouvais plus. Et je discute avec le mec qui était mon boss. Et je dis ouais, non, mais de toute façon, non, là c'est bon, je reprends les études, tu vois. Je veux au moins aller chercher un bac plus 3. Parce que franchement, je te dis, hein, désolé, mais moi j'ai pas envie de faire ça toute ma vie, quoi. Et le mec avait un bac plus 3. Et donc là, je fais. Tu as un bac plus 3, tu fais ça? Et le chef des rayons, qui était son boss, qui faisait quasiment la même chose que nous, sauf qu'en plus il prenait les commandes derrière, il avait un bac plus 5 quoi. Et là j'ai fait, ah ouais, c'est chaud quand même. La réalité en fait, elle est autre chose que ce qu'on t'apprend à l'école. Non, mais voilà, du coup, vous faites un BTS, vous faites un bac plus 3, ou vous faites un master, vous pouvez avoir des boulots. Non, quand tu es confronté à la réalité du terrain, de ce qu'est le travail à cet âge-là, je trouve que c'est vachement formateur. Surtout sur des métiers très durs et exigeants. Ouais. C'est mes 2 grosses claques d'un point de vue premières expériences professionnelles. Ce qui fait qu'en fait, j'ai pris un BTS en alternance. J'ai tout fait en alternance en fait. Après, c'est l'avantage, je trouve, du parcours. Et c'est vrai que c'est extrêmement intéressant d'avoir ces 2 côtés. Tu bosses et en même temps, tu vas à l'école. Donc, tu peux vraiment appliquer savoir et savoir-faire. Et ça, je trouve que c'est extrêmement enrichissant. Donc voilà, j'ai pris un BTS en alternance, je fais 2 ans et là je me suis passionné. Donc là j'ai trouvé en fait vraiment des choses qui me passionnaient. Donc je me suis passionné par le market, je me suis passionné par les ressources humaines. Voilà, il y a plein de matières qui me passionnaient. Et là du coup j'ai explosé parce qu'il y avait quelque chose qui m'intéressait. Donc j'ai fini ma genre promo, j'étais au taquet et donc après j'ai rembrayé derrière, tout en bossant, hein, tout en alternance. J'ai rembrayé sur une école de commerce, donc faire une licence. J'étais aussi à l'étranger, à Montréal. Pendant 6 mois et c'est pareil, je me suis dit c'est canon et donc du coup j'ai rempli encore derrière à l'Idrac du coup pour finir le cycle en école de commerce. Donc là à partir de ce moment-là j'ai vraiment parce qu'encore une fois je suis quelqu'un de passion et donc du coup je me suis dit là j'ai trouvé une matière qui m'intéresse et à partir de ce moment-là j'ai décollé. Ouais. Mais c'est pas un parcours lisse tu vois, aseptisé mais moi je trouve qu'on demande quand même vachement tôt aux jeunes de se dire c'est ça que je veux faire mais maintenant il faut que tu aies envie de faire ça, c'est compliqué. Clairement. Je trouve qu'on touche pas aussi à assez de matière, c'est très généraliste, c'est très théorique. Moi la théorie ça me saoulait, c'est pour ça que j'ai beaucoup aimé aussi, c'est à partir du moment où j'ai fait de l'alternance que ça m'a plu, parce que je voyais ce que j'apprenais, à quoi ça servait concrètement. Et je trouve qu'on touche pas assez de métiers.
Moi, ce qui m'a aidé, c'est aussi de faire beaucoup de petits boulots à droite à gauche, de me confronter justement comme à la réalité du terrain, de voir ce que j'aimais faire, ce que j'aimais pas faire, et de voir aussi qu'il fallait faire des études pour essayer de décrocher des choses intéressantes derrière, quoi. Alors il y en a qui réussissent aussi sans études, et tant mieux, mais en tout cas, je trouve ça bien de pouvoir travailler beaucoup plus tôt. Donc je comprends pas pourquoi on fait pas plus de stages, pourquoi je sais pas. Et donc après, c'est quoi la suite de ton parcours pro? Du coup, tu fais quel type de boulot? Alors après, du coup, j'ai tout fait en alternance, donc j'ai touché plusieurs métiers finalement, un peu de marketing et comme beaucoup de personnes en école de commerce, je voulais pas faire de commerce. En école de commerce, je voulais faire du marketing stratégique, de l'analyse, beaucoup de réflexion, des stratégies. En réalité, quand tu commences ton expérience, tu te retrouves commercial. Et j'ai beaucoup apprécié mes expériences en commerce. Après, j'étais en Amérique du Nord, j'étais affiliate manager, donc je m'occupais en fait de mettre en relation des annonceurs et des éditeurs du coup. C'était ma première expérience dans le web, c'est là où je suis tombé dans le web. Aux États-Unis? C'était au Canada. C'était au Canada. Ouais, c'était au Canada. C'était à Montréal. Ouais. Après, je m'occupais de toute la région, tout le Canada. Et du coup, je suis tombé dans le web, quoi. Là, je suis vraiment tombé dedans. Je trouve que l'image est bonne parce que voilà, je me suis fait vraiment happer par le digital, par le web. J'ai trouvé cet écosystème enivrant. C'est un peu comme être un petit sorcier, en fait, un apprenti sorcier. Tu te rends compte que les petites actions que tu as, en fait, elles ont une répercussion directe sur le web, et c'est assez dingue, en fait. T'as l'impression, voilà, t'as une petite baguette magique, tu fais tes petites choses derrière ton clavier, et c'est incroyable. T'as des retombées directes. C'était en quelle année? C'était en 2006, quelque chose. 2006. Ouais. 2005, 2006. C'était, on va dire, 6 ans après la démocratisation du web. C'était vers les années 2000 où ça commençait à être grand public, le web. C'était l'avènement de Facebook. Quand j'étais au Canada, du coup, là, clairement, c'était le démarrage de Facebook. C'était pas encore connu en France, donc voilà. C'est... En tout cas, l'Amérique du Nord, l'Amérique du Nord, c'est le bon endroit pour découvrir le web aussi. Ouais, carrément, c'était en avance. Justement, sur le Facebook est arrivé avant, les outils de messagerie instantanée aussi, qu'on utilisait à fond, qui démarraient juste à l'époque. Et en France, on démarrait tout juste aussi à cette époque-là. Et après, j'ai découvert plein de métiers. Donc après, je suis revenu en France, j'ai rejoint le groupe Casino, où en fait, j'étais chef de projet sur des sujets un peu en transverse. Comment ça s'appelait déjà le pôle? C'était le pôle développement. Voilà, c'était chef de projet dans le pôle développement, donc ça voulait tout et rien dire. Et en fait, j'ai pris une casquette. On était quatre chefs de projet. J'ai pris une casquette en fait monétisation du site. Donc trouver des partenariats pour aller monétiser en fait l'audience de Cdiscount, qui était le site éditeur principal du coup du groupe. Et en fait, on était 4 personnes pour aller monétiser le site, et on a bossé avec une régie qui s'appelait au départ Horizon Média et après Lagardère. Et c'est là où j'ai commencé en fait. J'étais déjà à Montréal, une casquette intrapreneur parce qu'on a créé une BU, mais là chez Cdiscount ça a été aussi une première casquette intrapreneur parce je me suis occupé de mettre en place toutes ce qu'on appelle le trafficking, du coup mettre en place toutes les campagnes en fait que vendait Lagardère. Et très rapidement j'ai dit à ma boss de l'époque, Lagardère c'est bien, il faisait, alors je vais pas donner de chiffre, mais il faisait quelques centaines de milliers d'euros par mois, et je leur ai dit mais on peut faire 4 fois plus si on le fait en direct, quoi. Elle m'a regardé un peu en prenant temps. Tu viens d'où? T'es qui pour dire ça? Mais en même temps, elle a aimé aussi le culot. Et en fait, elle m'a dit ok, vas-y, on y va. Donc en fait, on a exit Lagardère, on a tout fait en interne, ce qui s'appelait à l'époque Cdiscount Régie. On a vendu du coup tous les espaces en direct aux annonceurs. Et en fait ça a cartonné, donc en très peu de temps, en 6 mois on a vraiment explosé. Donc en 6 mois voilà, on a monté une structure, ça s'appelait Cdiscount Régie. Et donc au bout de 6 mois on s'est dit mais pourquoi on ne pourrait pas faire ça chez les autres e-commerçants? Donc on a créé, on a changé de nom, du coup on s'appelait 3W Régie. Et on a créé du coup la première plateforme, la première régie publicitaire dédiée au e-commerce. C'est toujours d'ailleurs 3W Relevance maintenant. Et toujours la régie leader en fait du e-commerce, donc c'est cool. Je trouve que voilà, l'histoire elle a continué, c'était top. Donc ça c'était ma première expérience d'entrepreneuriat. Après je me suis occupé, j'étais Strategic Alliances Manager, du coup je m'occupais de mettre en place des projets sur lesquels le core business de Cdiscount n'allait pas.
Donc, c'est-à-dire des projets avec par exemple Canal+, ou avec Photobox, Cdiscount Photo. On a créé une tablette qui s'appelle Cdisplay. On l'a vendue à 9 € en fait, une tablette qui en valait 150. Donc ouais, on a fait un petit peu de buzz sur cette tablette à l'époque, c'était cool. On a plein de projets hyper intéressants. On te laisse le champ libre pour expérimenter des trucs. Ouais, tout à fait. Ouais, c'est pour ça que j'ai apporté beaucoup d'idées. On m'en amenait aussi que je devais construire, bien évidemment, et les deux étaient cool et extrêmement enrichissants surtout que je suis reparti de. Tu vois, j'avais 35 commerciaux chez 3W Régie quand je suis parti et je me suis challengé, j'ai changé de poste. Et j'avais plus personne sous moi, quoi. Donc c'est con, mais quand tu es habitué à avoir des gens, tu vois, qui font aussi tes presses, qui font, enfin, tu vois, de manager à fond, mais en fait de revenir tout seul, tu te prends une claque aussi, quoi. Ouais, c'est vrai que c'était chiant ça. Non mais c'est clair, mais c'est bien, j'adore ça aussi. Tu sors clairement de ta zone de confort et en fait tu acceptes dans un poste où tu es très légitime, où voilà, tu connais ton métier, tu connais ton truc. Parce que tu as construit, tu étais là au tout début en plus, donc c'est facile entre guillemets au bout d'un moment. Et je trouve que c'est toujours difficile comme décision d'accepter de se challenger, de partir de zéro et d'être jugé pour ce que tu vas construire et pas ce que tu as fait avant. Et puis après j'ai fini mon expérience côté marketplace où j'ai créé aussi une BU from scratch où le but c'était d'aller accompagner des vendeurs dans leur stratégie de diffusion de leurs produits en fait au sein des marketplaces. Donc extrêmement intéressant aussi parce que je voulais voir vraiment l'autre côté de la barrière, je dirais, parce que l'e-commerce en gros tu as les produits que tu vends en propre et les produits en marketplace, où tu as des purs marketplace aujourd'hui bien évidemment aussi, comme Alibaba, Mano, etc. Et voilà, ça m'intéressait vachement de comprendre en fait ce qu'étaient aussi les vendeurs marketplace, comment on pouvait les animer, comment ils pouvaient ressortir dans l'offre de, à l'époque, 22 millions de fiches produits. Donc tu vois, comment tu vas pouvoir les faire remonter, les faire mieux vendre, etc. Donc voilà pour mon expérience. Et puis j'imagine que la question d'après c'est d'où est venue l'idée de Tister. Donc Si tu fais les questions. Ouais. C'est né en fait de deux choses. C'est né de toute l'information que j'ai pu récupérer en fait grâce à ces expériences au sein des différents sites e-commerce, parce qu'en plus j'ai pu graviter chez Price Minister et autres, donc du coup j'ai eu pas mal d'insights chez 3W et puis en marketplace, et puis quand je me suis occupé aussi des projets Strat. Et en fait, tu vois, chez Cdiscount pendant 7 ans, du coup au Codir à chaque fois il y avait dans le top 10 des sujets stratégiques, il y avait toujours la vidéo. La vidéo a jamais été le sujet prioritaire, hein, clairement, il y avait des sujets beaucoup plus prioritaires, mais il y avait toujours la vidéo qui remontait dans les sujets vraiment adressés. C'est quoi la vidéo? C'est de dire comment avoir plus de vidéos pour les mettre sur les fiches produits. Et on n'a jamais réussi vraiment à l'adresser, donc on a utilisé des plateformes comme Lagardère aussi, ou comme M6 Régie, qui nous envoyaient en fait des vidéos qu'on mettait directement sur les fiches produits. Mais en réalité, ça marchait pas parce que d'une part, c'était pas scalable. On avait peut-être une 50aine de vidéos là où, encore une fois, Cdiscount faisait 22 millions de fiches produits. Et en plus, du coup, ça n'apportait pas d'informations. Les vidéos publicitaires apportent très peu d'informations sur une fiche produit. Puisque du coup, ce que tu veux sur une fiche produit, c'est t'informer, t'éclairer, te réassurer. Les vidéos publicitaires, celles qui passent en télé, c'est des vidéos d'inspiration totale, qui vendent du rêve sur la marque. Ce que tu dis, ce qui manquait, c'est ce que vous faites aujourd'hui finalement, c'est des vidéos où j'ai testé le micro, faut faire attention quand on fait ceci, quand on fait cela, ça marche pas bien. Enfin, c'est ce qu'on trouve sur Amazon, quoi, en commentaire, sauf que toi tu... Ouais, en commentaire texte, effectivement, sauf qu'on le fait par vidéo, où l'avantage c'est que tu vois le produit à 360, tu vois quelqu'un qui l'utilise, qui en fait la démonstration potentiellement, qui le met en condition de réelle utilisation et qui donne son feedback, donc tout à fait. Donc voilà, et du coup j'ai eu aussi à l'époque, j'allais avoir mon premier petit garçon en me disant je vais prendre des photos à fond maintenant, il faut que je lui mette et tout, je garde des souvenirs. Je me suis perdu globalement sur la toile pour trouver les bons produits qui correspondent à mon besoin spécifique. Et du coup j'ai fini à la Fnac, où à la Fnac en fait un vendeur qui m'a proposé le produit et qui m'a dit vas-y, essaye-le si tu veux, regarde. Et puis voilà. Et en fait, vu que j'étais sur place, finalement, même si c'était 60 € plus cher, je l'ai acheté à la Fnac. Et voilà. Et quand je suis revenu le lundi matin, je me suis dit, mais qu'est-ce qui fait que j'aurais pu acheter ce produit sur le web, sur Cdiscount en l'occurrence, parce que c'était mon boulot aussi de trouver ces idées-là. Et en fait, je me suis dit, qu'est-ce qui fait que je pourrais bénéficier de 60 € moins cher?
parce qu'en l'occurrence, c'est quand même C'est pas rien. 60 euros. De ne pas avoir bougé de chez moi, c'est quand même le gros avantage du e-commerce. Et aussi de pouvoir bénéficier d'un conseil qui soit beaucoup plus authentique, dans le sens où là, tu vois, le vendeur, je me rappelle très bien, parce que je l'ai encore l'appareil de toute façon, il m'a poussé du Nikon, super, hein, je suis content, mais je suis toujours en droit de me poser la question pourquoi il m'a poussé du Nikon. Est-ce qu'il avait une parce que c'était vraiment Nikon, hein. Je dis, mais Canon c'est bien aussi, ou Sony. Non, on prenait Nikon. Mais voilà, je suis toujours en droit de me poser cette question. Et est-ce qu'il avait une instantive, est-ce qu'il avait une fin de stock ou autre. Et en fait, je me suis dit là, si j'arrive à créer une passerelle entre des consommateurs qui donnent leur feedback, tu vois, quelqu'un qui a un futur papa comme moi, qui donne son feedback de tiens, moi je vais aussi avoir des enfants, j'ai acheté un appareil photo réflexe numérique, j'ai pris ça pour telle raison, et qui arrive à faire ça dans une vidéo, c'est canon. Et que cette vidéo soit accessible directement sur les fiches produits pour aider les consommateurs. Voilà comment est venue l'idée de Tister. On n'a jamais changé d'état d'esprit là-dessus. Notre mission est toujours la même. Alors la solution, elle a beaucoup changé, forcément. On a beaucoup procédé par un processus itératif. Ouais. Mais c'est extrêmement intéressant d'avoir cette analyse pro et perso pour construire en fait la boîte. Et du coup, tu as l'idée. Tout de suite, tu dis allez, je quitte mon job, j'y vais. Comment ça se passe? Du coup, j'ai l'idée, mais j'ai l'idée parmi d'autres parce que j'aime bien avoir des idées. En fait, j'ai toujours un Evernote où je tiens plein d'idées en fait que je mets sur une liste et que je fais ou je fais pas, mais j'aime bien les écrire quoi. Et en fait, celle-ci n'était pas mon idée phare. J'avais une autre idée d'entrepreneuriat. C'était un autre sujet. Tu la gardes de côté ou... Est-ce que je la garde C'était un sujet sur une marketplace des services. Je te fais juste le petit teasing. Je la garde parce que du coup, elle n'a pas encore été craquée, je trouve, cette idée-là. Donc tu vois, un autre jour, écoute, on pourra monter une boîte ensemble, Yann. Non, mais il y avait un truc qui était intéressant aussi là-dessus. Et finalement, j'ai été sur Tister parce que c'est pareil. De toute façon, franchement, tout est question d'opportunité et de saisir sa chance avec un fil conducteur. Hein. Et pour moi, c'est la même chose parce que en fait, à cette époque-là, il y a quelqu'un qui est arrivé, et tu vois que le fil se continue après, parce que c'est la même personne qui m'a plugué à mon associé Mathieu, qui est CTO aujourd'hui, qui est arrivé chez Cdiscount, qui voulait faire vraiment bouger les choses. Il était élu côté innovation. Et j'ai bien fité avec lui et du coup il m'a dit je crée en fait un petit lab chez Cdiscount où les gens vont apporter leurs idées, mais leurs idées perso, vont pouvoir créer en fait cet embryon d'idées et pouvoir la développer potentiellement derrière quoi. Mais hors temps de travail, donc hors Cdiscount. Je dis franchement canon, voilà, je sais hyper bien ce que tu fais et tout, et puis voilà, je m'engage avec toi à trouver une idée et la porter. Et du coup, je me suis engagé avec lui, sauf qu'en plus, ma femme venait d'accoucher juste à ce moment-là. Et j'ai pas pu pitcher mon idée en fait envers tout le monde, mais vu que j'avais un engagement avec lui, j'ai fait une vidéo. D'ailleurs, vidéo que j'ai toujours et que j'ai montré à l'équipe il n'y a pas si longtemps parce qu'on a fêté nos 3 ans et je leur ai montré la genèse de l'idée de Tister, donc c'était assez drôle. Et du coup, j'ai pitché cette idée en vidéo. Du coup, alors j'avoue, j'avais juste mis une chemise parce que j'étais tout jeune. Chemise caleçon, d'accord. Exactement, tu vois le délire, tout jeune papa, donc j'ai juste mis une chemise au-dessus, puis en fait, t'as pas l'envers du décor, c'est toujours drôle de se remettre dans le contexte. Et puis voilà, j'ai pitché l'idée qui s'appelait à l'époque Mon avis vidéo, à vidéo. Du coup, il y a une équipe, j'ai recruté une équipe de 3-4 personnes qui étaient motivées par le projet, qui m'avaient vu en vidéo. Donc voilà, nous la partie à travailler sur le sujet. Et voilà, pour la finalité, c'est qu'on a gagné à l'unanimité en fait sur le projet. Tout le monde a dit c'est canon. C'était tout le COMEX, donc le DG de Cdiscount qui décidait du projet. Et donc je me suis dit écoute, si j'arrive à convaincre quand même Cdiscount, c'est qu'il y a quand même un marché. Donc je me suis dit, je vais proposer à l'équipe avec laquelle j'avais monté l'embryon, c'est que ça vous intéresse de partir avec moi. Personne n'était vraiment dans cette mentalité entrepreneur de prendre le risque de partir d'une boîte qui marche bien, avec des bons postes, etc. Donc voilà, moi j'ai pris le risque parce que j'aime bien me réinventer, encore une fois, même si clairement j'avais une bonne position, j'avais un super salaire. Tu viens d'être papa, j'imagine que la décision se prend en famille aussi. Tout à fait. Non mais c'est vrai qu'en plus, je viens d'être papa, c'est pas le meilleur moment pour se challenger, tu vois, et de retourner chez Pôle Emploi. Mais il y a un timing, et puis au bout d'un moment, tu sais, quand tu arrives aussi à des phases où tu t'essouffles, c'est bien de se rechallenger et repartir sur autre chose, quoi. Un truc comme ça. J'étais dans un cycle, ouais. Ça ronronait un peu.
Ouais, bah encore une fois, mon poste il était canon, mon boss de l'époque était top, donc c'était non, je m'éclatais vraiment, mais il y a un timing, et puis t'as une opportunité, tu la prends pas. Il y a eu, je regarde le poster là, avec les logos, mais il n'y a pas eu chez ce que je vois, c'est Discount. Ouais. T'en as parlé avec eux de dire ça, mais ils te backupaient, enfin ils t'ont dit ouais, si t'y vas, on sera tes premiers clients ou... Alors ouais, j'ai signé un contrat avec eux, mais à l'époque c'était... En fait, ils m'ont même proposé de rentrer au capital et j'ai refusé parce que du coup le deal, c'était le premier deal qu'ils auraient pu faire du coup avec les startups, parce c'était vraiment le tout premier projet de hackathon côté Cdiscount. Et clairement le deal en valait pas du tout le jeu en valait pas la chandelle quoi. Parce que du coup j'aurais été trop imbriqué Cdiscount, donc pour bosser avec d'autres retailers, du coup ça aurait été trop chaud. Donc c'est pareil, j'ai fait ce choix aussi de dire ok non moi j'y vais tout seul, c'est parti quoi. Je suis ambitieux, j'y vais mais j'ai peur. Et clairement, tu vois, je le dis souvent d'ailleurs, même encore aux clients aujourd'hui, les gens me prenaient pour un fou. Hein. Pourquoi ils me prenaient pour un fou? Parce que pour deux choses, ils me disaient, mais les consommateurs, ils vont jamais créer de vidéos. Je vois pas pourquoi les gens créeraient des vidéos comme ça. Tu vois. Et tu n'auras jamais une qualité de vidéo suffisante pour être diffusée sur les fiches produits. Les marques vont pas vouloir. Et du coup, j'étais là, mais si, on va y arriver. Clairement, je savais pas comment y arriver et j'avais clairement peur. Hein. Parce que moi-même, je créais pas de vidéos, tu vois. Par contre, j'avais cette problématique, côté métier et côté perso, de vouloir voir des vidéos. Parce que clairement, je croyais au produit, mais encore fallait-il trouver des moyens justement pour avoir des vidéos en nombre et de qualité. Sujet qu'on a craqué spécifiquement chez Tister là, depuis quelques années où... Et du coup voilà, maintenant on arrive vraiment à faire beaucoup de vidéos avec une super qualité de vidéo, donc c'est plus un sujet sur lequel on a approuvé maintenant aujourd'hui. Et donc quand tu te lances, tu te dis je me lance tout seul, c'est quoi les trucs que tu mets en place Du coup je me dis c'est pareil, ok quitte à créer ta boîte autant aller voir aussi ailleurs d'un point de vue localisation. Donc j'ai regardé les différents écosystèmes, je voulais éviter Paris, garder ce côté toujours confort de vie, je trouve, et j'aime bien la province, même si j'ai toujours été tu vois, une fois par semaine, même quand j'étais chez Cdiscount ou chez 3W avant, j'étais toutes les semaines à Paris parce que le réseau est là-bas et les clients sont là-bas aussi et les partenaires sont là-bas, et donc du coup je voulais une ville qui n'était pas trop loin de Paris et du coup soit rester à Bordeaux, soit aller trouver d'autres écosystèmes, et donc du coup il y a eu Nantes. Et aussi je te cache pas que quand t'as un petit garçon, t'es content d'avoir la famille, et puis voilà, on avait nos familles sur place, donc ça a aussi pesé. Oui. Il y a l'écosystème numérique startup à Nantes que j'ai trouvé cool, donc je me suis dit c'est cool d'aller c'est cool que la famille soit là-bas en fait, c'est ça. Voilà, ça tombait bien. La famille côté perso, et aussi l'écosystème startup, tu vois, que de super boîtes comme iAdvise, Lengo, Akeneo, enfin tu vois, il y avait quand même quelques boîtes super sympas. Et voilà, donc je suis arrivé à Nantes, et pour te reprendre le fil de ce que je disais au début, c'est la même personne qui d'ailleurs est passée dans ton podcast, ce qui m'a fait dire aussi tiens, allez, pourquoi pas aussi accepter l'invitation, qui est Benjamin Gasseron. D'ailleurs il en parle dans son podcast parce que c'est avec lui qu'il a créé sa première boîte. Ok, tout est lié. Quoi, tout est lié. Hein. C'est un petit univers. Qui s'appelle Damien. C'est lui qui a créé en fait ce système de hackathon chez Cdiscount, avec qui j'ai lancé le premier projet. Qui m'a dit tiens, si tu vas à Nantes, appelle Benjamin, c'est un super pote. On a monté une startup ensemble à Nantes. Je connais bien l'écosystème parce que moi je connaissais personne à Nantes d'un point de vue pro. Hein. Je suis arrivé, j'ai posé une valise, j'étais à la cantine, je me suis mis en mode je payais des tickets à la journée avec mon PC, et j'ai bu des cafés, j'ai bu des bières avec les gens. Je connaissais personne dans l'écosystème, et je connaissais juste Benjamin parce que Damien m'a mis en relation avec Benjamin, et il m'a dit ouais voilà, va le voir et tout. Et Benjamin, je lui ai dit écoute, voilà, moi je cherchais un associé, un CTO pour se lancer, et donc j'ai en relation avec Mathieu avec qui on fit depuis le début, qui a des super compétences que je n'ai pas sur la partie tech, et voilà, donc comme quoi tu vois l'histoire, c'est qu'une question de fil que tu prends, et c'est drôle. Et alors quelles ont été les étapes? Tu me dis qu'il y a eu pas mal de pivots, ou en tout cas de changements, pas forcément de pivots, enfin on les appelle comme on veut, mais en fait ou d'étapes clés, on va dire. Ouais, c'est ça, on a toujours eu la même mission, la vision a évolué forcément, on a toujours la vision grande maille, mais forcément cette vision elle se construit au fur et à mesure. La vision, c'est normal qu'elle change, la mission, c'est bien qu'elle change pas, je trouve, c'est pour moi en tout cas essentiel.
Ça te permet aussi de mettre le driver au bon endroit. Juste pour donner un exemple, tu vois, nous, notre mission, c'est éclairer leurs consommateurs dans leurs achats, comme je disais tout à l'heure. Quand tu as cette mission, qui est une mission en plus B2C, tu te dis derrière, ok, dans chaque chose que tu fais, dans chaque décision que tu prends, est-ce que c'est allié avec cette mission? Et je te dis ça, c'est pour nous important parce que tu vois, il y a des marques parfois qui nous disaient ah ouais, mais ce serait bien de rajouter ça dans la vidéo, de faire ci ou de faire ça. On l'a jamais fait. C'est pareil, tu vois, des boîtes qui nous ont dit tu rajoutes de la pub dedans, du coup vous allez gagner plein de thunes. Mais c'est pas ce qu'on veut faire parce qu'on considère que c'est pareil, quand tu as de la pub dans les vidéos, tu fais chier tout le monde en fait. Enfin, tu fais chier le consommateur final, il a pas envie de se taper un 30 secondes de pub avant de voir le contenu qui l'intéresse. Et en fait, quand tu as ce driver-là, ça te permet, je trouve, de prendre des décisions sur le long terme qui sont pertinentes. Et quand tout le monde est aligné sur cette mission, bah, du coup, tu vas dans le bon sens. En plus, avec les notions d'OKR qu'on met en place pour vraiment avoir les mêmes objectifs communs. Avec des c'est quoi? Objective and Key Results. Ah, ok. Ouais. Ça permet que voilà, tout le monde soit aligné sur la même méthodo, un peu une structure pyramidale, tu vois, où voilà, chacun a ses objectifs, mais qui correspondent à un objectif qui est plus haut, qui permet d'avoir le même objectif en bout de chaîne, qui est un objectif boîte ou global. Et donc, quels ont été les événements qui ont rythmé un peu l'évolution de la société? Au départ, on se disait ok, on va créer un écosystème B2C où on va aller nous-mêmes chercher des utilisateurs qui feront des vidéos et après ces vidéos-là, on les revendra aux distributeurs ou aux marques. Donc là, on s'est dit ouais, ok, donc on y va, pas de thunes, donc tu vois, un minimum sur le fonds propre pour développer une application mobile, parce qu'à l'époque on le faisait aussi uniquement via application mobile. Et en fait, voilà, ça marche pas quoi. Enfin, tu vois, les consommateurs, ils veulent pas télécharger l'application. Faut mettre plein de thunes pour aller créer ton acquisition. Ton application, elle est forcément bancale. Enfin, voilà, tu veux faire plein de choses dedans, mais ça coûte extrêmement cher. Et surtout l'application mobile, c'est vachement compliqué. Donc en fait, on s'est cassé les dents sur beaucoup de sujets. Et puis après, au début, c'était que du mobile, c'est ça? Au début, c'était qu'une application mobile. Ouais. Donc en plus, tu vois, tous les gens, on les redirigeait, tous les utilisateurs, on les redirigeait vers le téléchargement de l'application mobile. Donc en plus, il fallait beaucoup d'efforts marketing pour aller télécharger cette app. Il fallait le vouloir quoi, pour faire des vidéos. C'est ça. Il fallait vraiment être ambassadeur. On en a eu, qui sont toujours d'ailleurs chez nous ambassadeurs, parce que les gens adorent ce qu'on fait, parce que ça essaie d'y mettre du sens. Mais c'était sporadique. Et surtout, on allait chercher nous-mêmes sur les réseaux sociaux, à des campagnes d'acquisition B2C, qui coûtent de l'argent, donc c'était extrêmement compliqué. Donc on a fait un premier prêt qu'on a cramé assez rapidement, avec un objectif, c'était d'avoir un maximum de communauté, donc de fans sur Facebook, etc. Enfin, tu vois, et en fait, des moments, on a fait stop, c'est pas possible, on peut pas y arriver comme ça. Et en réalité, voilà, on a utilisé on a itéré énormément, et en fait aujourd'hui on va chercher nos consommateurs directement au sein des communautés des marques. Donc c'est-à-dire que tu vois, on travaille avec Petit Bateau, on travaille avec Decathlon, on travaille avec Mano Mano, on travaille avec Monsieur Bricolage, toutes ces boîtes-là qui ont beaucoup de consommateurs. Et maintenant on a réussi à craquer le sujet avec eux sur comment on va identifier ces consos et comment on va les engager avec des parcours où ils déposent des vidéos brutes. Et en fait maintenant on fait de la post-production automatisée, c'est-à-dire qu'au lieu d'aller télécharger une application mobile où ils rentrent dans un template, c'est chiant pour eux, en fait aujourd'hui on fait des vidéos brutes et en fait on fait la post-production de notre côté. Ce qui est compliqué côté tech, c'est extrêmement compliqué, mais ce qui a beaucoup plus de sens côté consommateur. Donc en fait on a écouté les consos en se disant quelles sont leurs barrières, comment leur rendre la vie simple, et voilà pourquoi on a fait ça. Donc voilà, puis il y avait plein d'autres choses, mais... Voilà. Et le business model, est-ce qu'il a changé ou est-ce qu'il est resté le même? Le business model... Comment vous gagnez de l'argent quoi. Ouais, non, le business model, il évolue forcément, mais il n'a pas changé radicalement. On a toujours été sur la même organisation de la construction du chiffre et sur la même présentation auprès des marques et des distributeurs, sauf qu'à l'époque on faisait beaucoup de POC, tu vois, en prenant à la campagne. En réalité maintenant on est sur un abonnement SaaS, donc c'est ça la différence. D'accord. Et toi, parce qu'on en a parlé business, mais comment tu t'es approprié le job de chef d'entreprise? J'ai eu la chance effectivement de pas mal manager. Je pense que c'est quand même une base importante, quoi. Parce qu'au départ, c'est quand même aussi du management. Quand tu commences à créer une équipe, il faut réussir à partager cette vision, à mettre. Il faut des gens qui soient motivés, qui soient au taquet, quoi. Et parce que c'est surtout grâce à eux que tu y arrives. Clairement, moi je suis pas du tout l'unique responsable, loin de là. C'est plus les équipes aujourd'hui qui sont responsables du succès de Tister. D'autant que là, ça fait 4 ans, tu m'as dit? Non, c'est ça?
Ça fait combien de temps? Ça fait 3 ans. Ouais. Ça fait 3 ans Ouais. et vous êtes une vingtaine, c'est ça? Ouais. Et en fait, le seul succès à la limite que je peux avoir, c'est d'avoir recruté les bonnes personnes, tu vois. Et puis après, c'est les bonnes personnes qui font que la boîte elle monte. Donc ça, c'était cool d'avoir une bonne expérience en management, c'est clair. Donc c'est une palette que j'avais. C'était cool d'avoir une expérience en gestion de projet que j'avais aussi à des niveaux assez importants aussi. C'était cool d'avoir des notions de market, mais il y a des choses que j'avais pas, genre la com. La com, je sais pas, la com c'était pas mon truc quoi. Donc voilà, au départ tu vas pas recruter tout le monde. Donc on a fait plein d'erreurs. Enfin, tu vois, sur les façons de communiquer, parce qu'on prenait des stagiaires en com qui me disaient ouais, non Julien faire ça. Moi j'écoutais vachement, et c'est bien, ils m'apportaient des idées top, mais je les avais aussi beaucoup trop écoutées à une époque clairement. Genre, il y a quoi comme Bah non, mais en fait on avait une approche très très B2C, donc on faisait des coms complètement décalés avec voilà, une communication qui ne ressemblait pas forcément, très Facebook, des trucs sur Snapchat, des trucs. Tu vois, Aujourd'hui, tu ferais plus la même chose, c'est non, beaucoup on fait plus plus du tout. classique ou peut-être ouais. Plus du tout, on a changé Viser des grandes totalement. Ouais, tout à fait. On a une com très sympa, mais très orientée B2B, donc rien à voir. Avec quelqu'un qu'on a recruté, du coup Christophe, qui est expert là-dedans et qui fait son taf super bien. Et donc du coup, voilà, c'est une brique qu'on a apportée, mais ça tu l'apportes plus tard. Parce qu'au départ, t'as pas l'argent pour recruter. Donc ça, c'est les choses qui m'ont manqué au départ. Il y a aussi des choses sur lesquelles je suis sorti de ma zone de confort aussi, enfin, clairement. Sur la partie pitch aussi. Je suis pas quelqu'un qui aime beaucoup prendre la parole en fait en public. Je détestais ça avant. Je suis pas un truc d'ailleurs, je suis toujours fan, si je fais beaucoup en réalité. Et au début, quand tu dois aller pitcher ton idée, bah là, t'as intérêt, si t'es start-upper, t'as intérêt à plonger dans le bain direct. Hein, parce que c'est ce qu'on attend de toi en fait. au départ, tu fais que ça, tout le temps. Et moi, au départ, tu vois, c'était chaud. C'était pas forcément mon délire d'aller pitcher comme ça, from scratch, auprès des gens que je connaissais pas, ton idée. Donc j'ai vachement dû sortir de ma zone de confort là-dessus. J'ai fait des pitchs assez rapidement devant des parterres de 500 personnes. Où là du coup voilà, je me motivais quoi, je me mettais un bon son avant histoire de bien me motiver, je me motivais bien et plein de fois j'ai voulu partir en courant. Je suis très honnête avec toi et avec moi-même, plein de fois j'ai voulu partir en courant juste avant. Par contre, quitte à le faire, je voulais bien le faire, c'est ce qui a changé. C'est que tu vois après parce que j'ai dû prendre plein de fois la parole parce que du coup j'ai eu des postes à responsabilité, donc ça je l'ai fait plein de fois aussi, mais du coup je voulais le faire, c'était fait et voilà quoi. Et quand c'est ta boîte, tu as envie de le faire juste pour arracher quoi, juste pour quand je fais des concours, on en fera beaucoup, mais quand je l'ai fait je veux gagner clairement, tu vois. Je me mets à un niveau de pression qui est gagner ou pas le faire quoi. Et voilà, j'ai dû sortir de ma zone de confort là-dessus, et ouais, sur quelques aspects. Mais c'est intéressant parce que c'est là où tu progresses. Hein. Vous avez fait une levée de fonds? Plus. On a fait une levée de fonds pour l'instant, on a levé 1 million d'euros. Comment ça s'est passé ça? C'est pas le plus difficile. Aujourd'hui, il y a quand même de l'argent côté startup au départ. Si tu as une idée qui est à peu près smart, tu sais bien la marketer, bien la présenter, bien t'entourer, c'est-à-dire avoir quelques personnes autour de toi qui te suivent, etc. Tu as moyen de trouver de l'argent. Voilà. Ça prend du temps, je ne dis pas que c'est facile, mais tu as moyen d'en trouver. Toi, comment tu as fait? J'ai été voir tous les réseaux. J'ai regardé, ok, qu'est-ce que je peux faire? Bon, ok, au début, tu as un peu de banque, mais c'est très rapidement limité. La banque ne va pas te prêter non plus des milliers et des cents. Tu as les réseaux de business angel qui sont forcément intéressants au départ. Tu as les gros VC, j'étais voir direct, j'étais voir tout le monde, j'étais voir les Partech, j'étais voir direct. Après, j'ai pu avoir des connexions qui me permettaient aussi d'aller voir ces gens-là. Mais c'est extrêmement intéressant de le faire aussi au début, d'aller voir ces gros, parce que c'est pas du tout la même chose et les mêmes pitchs. Ça t'ouvre vachement aussi l'écosystème. Eux sont plugués partout et worldwide, donc ils savent aussi te dire ah là tu pourrais être en concurrence avec eux, ou là il y a ça qui se fait, ou alors là le marché il est constitué comme ça. Et donc c'est extrêmement intéressant. Ouais, d'aller voir tout le monde, c'est extrêmement intéressant au départ, je le conseille, même si tu te prends des grosses claques, mais ça te fait avancer. Enfin, tu vois, c'est la mentalité qu'il faut avoir. Oui, crowdfunding. Tu as aussi des bons conseils comme tu dis quoi. Ah ouais, les gens sont quand même bienveillants en général. Bah, peut-être toujours des cons, il y en a partout. Mais franchement, moi j'ai plus rencontré des gens bienveillants. Les cons, je les retiens pas vraiment. Enfin, tu vois, je trouve qu'il faut parfois se mettre des œillères. C'est pareil, je trouve que l'entrepreneuriat, il faut beaucoup écouter, mais il faut beaucoup jeter. Parce qu'en réalité, il n'y a que toi qui es capable de prendre la bonne décision. Donc tu prends les éléments, tu prends les infos, mais faut pas faire de... Ça, je pensais pas à ce point-là.
Et il y a beaucoup de vautours autour des startups aussi, clairement. À partir du moment où tu commences à lever, tu commences à avoir de l'argent, les gens viennent autour de toi, et là tu as un écosystème où ouais, faut faire attention parce que encore une fois, c'est à toi de trouver les bons leviers pour faire croître ta boîte. Et les pseudo-conseils aussi de certaines personnes, il faut aussi, encore une fois, écouter, mais pas forcément suivre tous les conseils, c'est clair. Encore une fois, il faut se faire ses propres décisions, mais le fait de parler avec tout le monde, c'est extrêmement enrichissant. Ouais. Il y a toujours un truc, c'est vrai que tous le dit, mais oui, c'est extrêmement important. Parler de ses idées, quoi. Parler de ses idées. Une idée, c'est rien, c'est vraiment rien. Tous les start-upers le disent, il faut en parler de ses idées. Au début, tu crois que tu as une idée, donc tu te la gardes un petit peu sur le côté, mais en réalité, quand tu te lances, vas-y, parle. Tant que c'est pas lancé, ok, garde-la. Mais quand tu te lances, vas-y, tu vois, pitch ton truc et puis tu vas te confronter à tous les gens qui vont te dire des choses de bien, de pas bien, et là tu vas prendre de l'info, tu vas construire. Il n'y a que comme ça que tu peux y arriver au départ. L'opportunité d'apprendre est plus importante que le risque qu'on te pique ton idée et qu'on soit aussi motivé que toi pour la lancer. Quoi. C'est clair. Ouais. Encore une fois, des idées, il y a des tonnes d'idées. C'est pas. Et toi là aujourd'hui, t'en es où par rapport à l'aventure? Est-ce que la boîte en est à l'endroit où tu attendais? Ça, c'est la première question. Ouais. Et puis, ce qui m'intéresse aussi, c'est toi personnellement, en fait. Est-ce que tu es satisfait? Est-ce que tu te payes bien? Est-ce que, voilà. Je commence par la fin de ta question. Est-ce que tu te payes bien? Moi, ça n'a jamais été un driver de bien me payer. En fait, c'est pas... Et je ne suis pas motivé par l'argent. Et je pense comme beaucoup de passionnés, je suis motivé par le projet. Alors, bien évidemment, au bout d'un moment, tu as aussi bien envie de gagner ta vie. Et puis, faut accepter une période d'être en mode Pôle emploi. Et c'est comme le meilleur incubateur de start-up en France, c'est Pôle emploi. Hein, c'est clair. Hein. Enfin, moi, j'aurais pas créé la boîte si j'avais pas eu ça. C'est quand même top d'avoir ça, quoi. Donc, et la boîte, où est-ce qu'elle en est par rapport à tes attentes? Moi, je m'étais pas forcément mis d'attente à 3 ans. En fait, t'as des projets, t'as des BP, mais ça, on s'en fout. Enfin, clairement, les BP à 3 ans au départ, quand tu démarres, c'est juste bullshit, quoi. C'est évident. Et tout le monde le sait. Franchement, après, si je me remets 3 ans en arrière, je suis extrêmement satisfait. Je pensais pas qu'on soit autant dans le vrai par rapport à ce qu'on fait aujourd'hui. On est pile dans le vrai par rapport à notre vision, par rapport à la boîte, par rapport aux produits qu'on délivre. Sur 3 éléments. Hein. La vidéo, c'est aujourd'hui un must-have. Enfin, clairement, on ne s'est pas planté de médias. Quoi, tu vois. Aujourd'hui, tout le monde veut voir des vidéos. On t'en a partout, sur les réseaux sociaux, sur les sites sportifs, sur les sites de contenu, sur les sites e-commerce, énormément. L'authenticité. Encore une fois, les gens à l'époque me disaient l'authenticité, voir les consommateurs, la qualité va être pas terrible, etc. En réalité, tout ce qui est l'UGC, User Generated Content, ça a explosé dans le e-commerce aujourd'hui. Le fait de revenir à l'authentique, le fait de pouvoir voir des avis clients texte, le fait de pouvoir avoir du chat communautaire, le fait le fait d'avoir de la photo aussi en mode UGC et la vidéo encore plus. Donc vidéo, authenticité et scalabilité, puisque du coup il y a énormément besoin de contenu et le fait d'avoir créé une techno qui permette d'alimenter ces contenus a beaucoup de sens. Ouais, non, là clairement la boîte elle est en train d'exploser dans le bon sens du terme évidemment, et du coup on est vachement content de où est-ce qu'on en est aujourd'hui, mais pour moi c'est une milestone, tu vois, c'est une étape, tu vois, on a 3 ans, alors souvent on dit 3 ans c'est une étape de boîte importante, parce qu'il y a beaucoup de boîtes qui se crachent à 3 ans. Après nous c'est une étape, c'est une grosse étape, on l'a bien fêté parce que c'est cool. Maintenant on voit aussi beaucoup plus fort, beaucoup plus haut et beaucoup plus vite. Donc, là c'est quoi les prochaines étapes ou les prochains targets? Il y en a plein, mais il y a 3 enjeux en ce moment chez nous, c'est le recrutement forcément. Du coup vu qu'il y a des centaines de milliers de personnes qui écoutent ton podcast, du coup, je vous parle directement et je vous dis... Tu vas crouler sous les demandes là. Exactement, je vous dis, venez nous rencontrer et venez bosser chez nous. En tout cas, venez au moins prendre un café et qu'on échange ensemble. Donc le recrutement, forcément, et c'est pas forcément facile. Tu rigoles, mais moi je te le souhaite, Yann, que ton podcast y fasse des centaines de milliers de personnes. Deuxièmement, sur le deuxième enjeu, c'est le produit, parce qu'on a encore plein de trucs à faire sur notre produit, on a plein d'idées. Donc côté tech, ils sont toujours sous l'eau et c'est excellent. Ça va pas s'arrêter. Ouais, ça va pas s'arrêter. Et puis on a la chance
Tu vois, on est labellisé jeune entreprise innovante par l'État, donc on fait du crédit impôt recherche, ce qui dans le numérique n'est pas fréquent. Donc on est vraiment reconnu en tant que faisant de la R&D en fait sur le sujet. On est aussi accompagné par Google, on a un accompagnement techno par Google qui nous met à disposition des devs en fonction des différents sujets qu'on traite un peu partout dans le monde. Donc ça c'est assez cool aussi d'avoir un vrai accompagnement tech avec Google. Et troisième enjeu, donc là je parlais du produit, et troisième enjeu qui est l'international, puisque là on commence à bien fonctionner en France, et forcément quand tu es une startup tech, c'est assez facile entre guillemets de pouvoir exporter ton produit. En tout cas ce serait bête de se limiter juste à la France. Donc là on commence déjà à vendre un petit peu à l'international, et le but c'est d'accélérer sur le deuxième semestre. C'est cool. Quelles sont les évolutions qui te semblent intéressantes dans le marché, dans le milieu du e-commerce ou dans le commerce en général? Parce que c'est ça ton métier. Non, il y a un truc extrêmement intéressant, je trouve. C'est en fait Amazon aujourd'hui tous les généralistes sont devenus des copycats d'Amazon en réalité. Tu vois, Cdiscount, c'est un copycat d'Amazon. Tout sur Duco, Darty. Maintenant, quand tu achètes sur un site e-commerce, tu as la même expérience. À l'époque. Ouais, mais c'est les mêmes schémas. C'est les mêmes schémas. Aujourd'hui, tu es revenu sur des marketplaces. De toute façon, tous les vendeurs vendent partout, sur toutes les marketplaces. Les prix, ok, tu as une petite différence, mais ça dépend mais bon, et le service de livraison est quasiment le même. Donc c'est devenu quand même assez similaire, avec des marges extrêmement restreintes. C'est pour ça que c'est extrêmement compliqué aussi, du coup, pour les distributeurs généralistes de se développer, quoi. Enfin, tu vois, aujourd'hui c'est vachement compliqué. Le marché c'est extrêmement recentré. Et en réalité, ce qu'on voit, enfin, tu vois, moi je le vois aussi par rapport à Cdiscount, où à l'époque, Cdiscount, il y avait beaucoup de différenciation. Il y avait des créas qui étaient très fortes. Tu vois, c'était beaucoup lié à la créa. C'était il y avait des landing pages, tu vois, il y avait la grande boucherie où tu vois, c'était un mec avec un gros couteau pour exploser les prix pendant les soldes. Ils appelaient ça grande boucherie. Tu vois, il y a eu des trucs de dingue. Enfin, tu vois, Cdiscount, c'était vraiment une marque de différenciation. À l'époque aussi, pour parler des parcours, on faisait vachement attention à tout parcours utilisateur sur l'arborescence. Donc tu vois, tu travaillais vraiment les catégories de produits, les sous-menus, les sous-sous-menus, tu vois, c'était extrêmement complexe, extrêmement pointu. En réalité, maintenant, on s'en fout complètement, c'est le moteur de recherche. Tu vois, à partir du moment où Amazon a créé un moteur de recherche qui a défoncé tout le monde s'est dit attends, peut-être qu'on travaille le sujet là, parce que en fait, maintenant, les gens vont taper dans le moteur directement, ils vont plus se taper à l'arborescence. Qui aujourd'hui va vraiment se taper à l'arborescence des sites e-commerce? Plus grand monde. Les gens, ils tapent naturellement dans le moteur d'Amazon. C'est devenu le parcours classique. Voire même, c'est plus du tout le moteur intrinsèque, c'est le moteur de Google où tu arrives directement sur la fiche produit. Et en fait, du coup, les parcours ils sont devenus tous les mêmes. Et du coup, tu as clairement perdu la phase différenciation entre sites. Et ce qui se passe aussi, c'est que maintenant, tu vois, tu as des sites qui arrivent à ressortir en se focusant sur un modèle spécifique, une verticale, comme ManoMano, enfin, il y en a plein, tu vois, avec un mot d'ordre qui est Customer Experience. Vraiment d'avoir un parcours utilisateur qui soit différenciant. Et évidemment, nous, on s'inscrit aussi là-dedans avec notre objectif d'humaniser les sites en pouvant créer des vidéos d'inspiration, des vidéos de feedback, des vidéos de démo, tutoriels, unboxing. Enfin, toi, tu as plein de styles de vidéos qu'on peut créer aussi pour les embarquer dans cet écosystème e-commerce en créant des parcours totalement disruptifs. Donc voilà, et la seule façon pour moi d'y arriver pour les généralistes versus Amazon, c'est en réalité de se différencier. Franchement, vouloir faire du copycat d'Amazon aujourd'hui, c'est extrêmement compliqué. Et le contenu est devenu clé aussi. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, en fait, avec un contenu, tu peux... En fait, le site e-commerce est devenu une coquille. Et tout le monde a la même coquille. Donc, au bout d'un moment, peu importe, la coquille, tu t'en fous. Le point, pour moi, le driver demain, ça sera aussi le contenu. Alors, évidemment, ça va dans notre sens aussi là-dessus, mais c'est clair. Parce que aujourd'hui, tu vois, Instagram a ouvert depuis mars l'année dernière, ça fait 1 an, qu'ils ont ouvert les achats directs depuis Instagram, sans repasser par un site. Et c'est un truc qui se développe énormément. C'est déjà énormément développé déjà depuis quelques années en Asie, ou dans WeChat, tu peux acheter avec Alipay. Et te faire livrer avec AliExpress. Donc en fait, tu n'as pas besoin d'aller acheter sur Alibaba, tu peux acheter directement dans WeChat. Tu vois. Donc du coup, tu as plein d'écosystèmes comme ça transverses qui se créent dans lesquels tu peux acheter directement tes produits. Donc en réalité, le site e-commerce ne sert pas à grand chose. Et les contenus est devenu first. Tu as content first, quoi, ce qu'on appelle shoppable content. Donc tu peux acheter à travers un contenu, donc à travers un beau contenu vidéo où tu vois bien le produit, ça t'inspire.
voilà, add to basket dans ta vidéo, clac, tu achètes ton produit directement, peu importe où tu es. C'est ça l'avenir en tout cas de la pratique de l'achat sur internet, c'est-à-dire tu regardes tes vidéos ou tu fais n'importe quoi, mais quel que soit l'endroit où tu es, si tu vois un produit qui t'intéresse, clique. Tu dois pouvoir l'acheter. C'est parce que et après c'est shippé par celui qui a le produit stock le plus près de chez toi, finalement c'est la marketplace après, tu vois, le shipping est le même près chez tout le monde, voilà, donc on tend vers ça, c'est sûr. C'est déjà en fait le cas en Asie, hein, donc c'est dingue de voir à quel point l'Asie en avance là-dessus. l'Asie est en avance vraiment sur la partie mobile forcément, et sur la partie UGC. Alors ça s'explique aussi parce qu'il y a une vraie défiance en Asie sur la véracité des produits. Tu vois, est-ce que c'est les bonnes marques, est-ce que le feedback conso est extrêmement important, donc l'UGC, donc le User Generated Content, est très très avancé, et ça fait quelques années déjà effectivement qu'en Asie, moi j'avais appris ça aussi chez Cdiscount, parce qu'il y avait une team d'une quinzaine de personnes, c'était que des filles, des chinoises qui parlaient même pas français, il y en avait qu'une qui parlait français qui était la boss, et ils s'échangeaient déjà beaucoup de contenu sur WeChat, c'était hallucinant quoi. Il y avait des réseaux dans WeChat, ils s'échangeaient énormément de contenu, ils s'échangeaient des vidéos entre eux comme ça sur des produits, sur les trucs, j'ai trouvé ça dingue quoi. Et c'est vrai qu'ils sont extrêmement avancés, et c'est beaucoup plus avancé que les US sur la partie User Generated Content. Pour terminer, est-ce que tu as un autre sujet, soit d'actualité, soit un phénomène de société ou quelque chose qui te touche particulièrement? Bah, oui, il y a un truc qui me touche qui n'a rien à voir avec Tister pour le coup, mais voilà, si tu me poses une question plutôt ouverte là-dessus, où clairement je suis sensible à tout ce qui est trait à l'écologie et à l'environnement au global. Et c'est compliqué en fait quand tu es une startup dans le numérique, parce que ce sujet n'a pas grand-chose à faire au départ. Tu vois, entre écologie et ce qu'on fait, mais tu vois, j'ai reçu une proposition de joindre un groupement justement des startups du numérique sur la sensibilisation et voir les actions qui pourraient être menées sur l'écologie. Je trouve ça intéressant parce qu'en réalité on peut faire des choses, c'est pas parce que t'es pas dans le bon écosystème que tu te dis bon bah voilà, écoute, je suis sensible à ça mais je peux rien faire, et effectivement moi c'est un truc qui me tient à cœur, l'environnement et l'écologie, et ça peut paraître paradoxal par rapport à ce qu'on fait, encore une fois des vidéos, mais c'est un sujet qui me tient à cœur, donc ouais, c'est des sujets que j'aimerais bien creuser aussi sur la responsabilité des boîtes et spécifiquement des startups sur l'écologie aussi. On parle beaucoup de Green IT, c'est quand même un peu tout à fait. tendance, puisque dans ces métiers-là, voilà, tout à fait. Il y a le Green IT, mais par rapport à ton truc, moi j'imagine en tout cas un impact direct que ça peut avoir, parce que j'ai regardé quelques vidéos qui avaient été faites avec Tister, et d'avoir une partie où montrait ça arrive dans tel emballage, etc. Faire un petit laïus sur il y a beaucoup d'emballage, il y a beaucoup de plastique. Tout à fait. Et ça exactement. peut aussi entrer dans le truc. Tout à fait, justement, par rapport à ça, c'est que justement on a la possibilité aussi, à travers ça, de relayer les messages des consommateurs là-dessus. Il y a beaucoup de sujets aussi sur le packaging, tu vois, tous les cartons que tu reçois en fait, qui sont pas réutilisés. Il y a beaucoup de boîtes qui font ça. Là, il y a une boîte aussi à Nantes là, qui a développé ça qui est cool. Comment elles s'appellent les boîtes, tu te souviens? Living Packets. Living Packets. Ouais. J'ai interrogé David Géraud, ouais, qui a mis quelques billes dans Living Packets. Ouais. Et donc il m'a parlé un peu du truc. Et je trouve ça cool, et tu vois, ça a aussi du sens de responsabiliser, et aussi à travers la vidéo consommateur, tu vois. On en parlait aussi avec une autre marque que je peux citer, Petit Bateau, sur justement les conditionnements, parce qu'ils vont retravailler leur conditionnement, ils aimeraient bien faire refléter ça aussi dans les vidéos de consommateurs, tu vois, sur leur conditionnement e-commerce. Tu vois, les réseaux sociaux ont cet avantage que du coup, les avis consommateurs prennent de plus en plus de sens. J'en parlais encore une fois dans d'autres podcasts, où avant, tu étais un consommateur ou un employé même, pas content de ta boîte. Si tu n'avais pas la thune pour payer de la communication et aller communiquer partout auprès des gens, personne ne t'entendait. Là, les voix dissonantes peuvent être entendues et être relayées. Tout à fait. Donc c'est la puissance de la communauté. Ouais. Ok, écoute, en tout cas, je te remercie d'avoir participé. Merci à toi. Et puis, peut-être à la prochaine. Carrément, avec plaisir.